je crois qu'il y a encore les Il y a eu ours. des maladies comme ça, Ah ouais. des maladies comme ça chaudes, ils perdaient tous ses pieds. Ah ouais. Mais il peut vivre sans ces... Bah non, en fait, t'avais des maladies. Il peut vivre sans ses pieds quand même. C'était bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait une maladie, il est affaibli. Voilà. Donc il y avait une grosse tempête. Ok. J'ai, oui, j'avais entendu parler des oursinades de Sète. Ah, on doit commencer. Merci. Tu surveilles. Alors, bonsoir, bonjour, je ne sais pas. Merci d'être présent pour ce workshop, ce premier workshop consacré à la thématique de l'eau, pendant lequel on va tenter de se questionner sur comment la bio-inspiration marine nourrit la création, inspire la création. Et merci aussi à l'équipe de Formae pour cette belle invitation. Je suis contente d'accueillir pour parler de tous ces sujets passionnants 3 intervenants experts de ces sujets. Nadia Améziane-Minardi, qui est biologiste, professeure au musée d'histoire naturelle et directrice de la station de biologie marine de Concarneau. Tony Joanneau, designer et ennoblisseur textile et fondateur de l'atelier Symbiosis et résident au Jade. Et Gillian Grave, qui nous rejoint à distance à cause d'un petit contretemps, mais qui sera là, qui est designer et fondateur de l'agence Big Bang Project. Donc pour commencer ce workshop, je vais vous laisser vous présenter chacun respectivement, et puis nous parler de vos travaux et en quoi le monde marin, pour vous, est une source d'inspiration. Donc peut-être qu'on peut commencer par Nadia. Si vous pouvez nous décrire vos recherches qui se situent pour le coup très en amont du design. Oui, complètement. Pour le coup, on est très, très en amont. Je travaille beaucoup sur l'exploration de la biodiversité marine avec une spécialité. Je suis une spécialiste des échinodermes. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais si je vous dis oursin, déjà, un peu mieux, étoile de mer, concombre de mer, là, ça ne parle pas trop, crinoïdes, on pourra regarder après, hein, ça ressemble à des plantes, mais ce sont des échinodermes, et ophiures. Et mon objectif, c'est de répertorier les espèces qui existent dans le monde marin, d'étudier leur comportement et toutes les problématiques de croissance. C'est mon travail premier. Et alors le lien avec le design, on pourrait penser, bah ouais, elle fait de la biologie, qu'est-ce qu'elle vient faire Gillian, un jour, est venue en me disant, bah, ce serait bien que par rapport à la bio-inspiration, tu puisses nous proposer quelque chose. Et du coup, j'interviens beaucoup maintenant, notamment à l'ENSI, Guillaume en parlera, mais à l'école de design de Nantes, dans ce que j'appelle de l'immersion dans le monde marin. Je reconnecte les individus au monde marin, j'explique ce que c'est que la biodiversité par l'émerveillement, parce que comme ça on touche bien les gens par l'émerveillement, il y a plein d'histoires à raconter, et puis je les sensibilise à cette fragilité, et l'objectif c'est de faire réfléchir le designer ou l'industriel à son impact sur ces écosystèmes et comment il peut se nourrir malgré tout de ces animaux, de ces organismes, sans impacter la ressource. Merci beaucoup Nadia. C'est une bonne manière de rebondir directement sur Gillian, puisque vous travaillez conjointement sur des projets de recherche ensemble. Donc je te laisse, Gillian, nous expliquer déjà ton travail et le pourquoi de la fondation de Big Bang Project. Avec grand plaisir, merci Carole. Bonjour à toutes et à tous, et désolé de ne pas être parmi vous ce soir. Donc effectivement, moi je dirige une agence de design qui s'appelle Big Bang Project. Mon métier consiste à concevoir des innovations, on va dire même des éco-innovations bio-inspirées. Donc on va chercher à répondre à des enjeux environnementaux par le design et la bio-inspiration. Et donc on va aller regarder dans les 10 à 20 millions d'espèces qui peuplent la Terre aujourd'hui pour pouvoir y trouver des solutions pour répondre à des nouvelles manières de produire de l'énergie, de produire des matériaux pour le bâtiment, de concevoir les objets qui vont faire notre quotidien demain. Et donc ça, c'est la base de l'agence. Donc on a 3 activités, donc la recherche, l'innovation et l'éducation, qui marchent en fait ensemble très bien. Donc la recherche, parce que c'est une approche qui est encore singulière, pour laquelle on a besoin de produire des connaissances, des méthodes et des outils pour éco-innover en s'inspirant du vivant. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la partie recherche, qu'on va ensuite appliquer dans différents secteurs, hein, avec des grands groupes industriels ou des centres de recherche pour concevoir des innovations
qui sont plus soutenables grâce à la bioinspiration. Et on va aussi chercher à partager justement ces boîtes à outils, ces connaissances, cette expertise avec un public industriel, scientifique ou un grand public au travers justement des enseignements et notamment à l'ENSI où j'ai la chance de pouvoir être co-responsable du Master Nature Inspired Design, qui est la première formation diplômante en France en biomimétisme. Et donc on forme des experts en transition par le design et la bioinspiration. Et d'ailleurs, la première semaine de cette formation-là se passe à la station de biologie marine à Concarneau, sur le terrain de Nadia, vraiment. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir immerger nos futurs designers biomiméticiens sur le terrain de la biologie marine, qui est une source d'inspiration majeure. Et donc, pour répondre à la question qui avait été posée, le monde marin comme source d'inspiration, eh bien, effectivement, le marin regorge justement d'espèces qui ont des propriétés assez incroyables. Et en les regardant à différentes échelles, autant dans la façon dont ils sont structurés, organisés au niveau de la matière, autant qu'en regardant des échelles beaucoup plus grandes. Par exemple, si on regarde un écosystème marin et les interactions qui peuvent exister entre différentes espèces au sein d'un même milieu, eh bien, chacune de ces choses, donc dont on dit de l'échelle nano, l'échelle macro, en passant par l'échelle écosystémique, va nous inspirer la conception de nouveaux matériaux, de nouveaux produits, de nouveaux services, voire même jusqu'à penser des façons d'organiser nos territoires à la manière d'un système dans lequel, en fait, tout est pensé de manière presque entièrement circulaire. Et donc, ça, c'est ce que l'on fait au quotidien. Et donc, quand on fait de la bio-inspiration ou du design biomimétique, eh bien, ça ne peut pas se faire sans des acteurs comme Nadia. On ne peut pas travailler sans les chercheurs. Et le vivant marin est une formidable source d'inspiration pour ça. Et la station marine, un acteur majeur en France là-dessus, avec lequel j'ai un énorme plaisir à collaborer depuis des années maintenant. Merci Gillian. Tony, tu as fondé l'atelier Symbiosis, mais au départ, tu es designer. Qu'est-ce qui t'a conduit à arriver à ce craft de l'ennoblissement textile? Pourquoi Alors oui, je suis designer produit de formation. Et ennoblisseur textile, en fait, c'est une rencontre durant mes études avec un designer textile qui s'appelle Tsurigeta, qui a un peu révolutionné ma manière de voir les matériaux souples. Je l'ai rencontré dans le cadre de mes études et il se trouve que Tsurigeta travaillait sur un brevet d'ennoblissement. Donc l'ennoblissement textile, c'est toutes les étapes d'ornementation des tissus qui comprennent la coloration, l'apprêtage, notamment, mais aussi la préparation de ces étoffes pour recevoir ces étapes-là. Tsurigeta travaillait justement sur des créations très inspirées du vivant et inspirées des fonds marins. Donc ça a été un peu ma première entrée, en tout cas, dans la bio-inspiration. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans. Il faut savoir que l'ennoblissement textile, c'est aussi un monde de chimie, avec des chimies souvent nocives pour colorer notamment les tissus. Et après 7 années d'expérience au sein de son atelier, où j'ai beaucoup collaboré avec les maisons de couture parisiennes, j'ai décidé de réorienter ma pratique plutôt au départ sur le biodesign et par la rencontre que j'ai pu faire avec Gillian à l'ENSI Les Ateliers, donc au sein d'un master spécialisé qui s'appelle Création et technologie contemporaine. Et donc Gillian m'a dirigé sur le projet que j'ai soutenu en diplôme à l'ENSI. Et moi, je me suis intéressé plus à une deuxième étape qui est celle de la biofabrication. Donc comment intégrer le biologique dans des procédés de fabrication. Et là, en l'occurrence, comment revisiter des savoir-faire de l'ennoblissement textile avec le vivant. Et comment le biologique pourrait être une réponse. Donc pour ça, aujourd'hui, j'ai fondé l'atelier Symbiosis, où j'ai 2 activités. Une activité de recherche avec des partenaires scientifiques qui m'aident à comprendre certains phénomènes du vivant et en quoi il pourrait être une réponse dans ces procédés de fabrication. Et en parallèle, une activité de création plutôt autour du végétal aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plutôt un workshop thématique sur l'eau. Et moi, l'eau, c'est vraiment mon médium principal, puisqu'il m'aide à transporter les colorants. Mais c'est aussi un médium qui m'inspire, et on le retrouvera peut-être dans certaines de mes créations qui seront projetées après. On préparera le végétal pour l'année prochaine. Voilà. Ouais. Et les algues? Oui, c'est le végétal marin. Végétal marin, voilà. On va peut-être en parler un peu plus après. En effet.
En fait, vous êtes tous les trois un très très bon exemple d'interdisciplinarité et travailler dans nos milieux en microcosme, c'est le cas de le dire, n'est pas forcément très porteur toujours. Alors justement, moi ce que j'aimerais, c'est que vous nous décriviez un peu concrètement en quoi consistent vos coopérations et qu'est-ce que chacun apporte à l'autre. Donc on a ce dialogue entre toi Nadia et toi Gillian, et puis ensuite peut-être que Tony, toi tu pourras nous parler de cette expérience avec ce laboratoire et toutes tes recherches. Donc je ne sais pas qui... Tu veux commencer, Gillian? Je te complète. Oui, je veux bien dire. Comment vous vous êtes rencontrés? Enfin, quel est le point de départ? Vas-y Nadia. Tu avais commencé à en parler tout à l'heure. Comment on s'est rencontrés? Je ne me rappelle plus. C'est pas par le biais d'Annabelle? C'est par le biais d'Emmanuel Poisson. Ah, c'est Emmanuel Poisson. Alors, Emmanuel Poisson, qui travaille à Explore, qui a été fondé par Roland Jourdain. Alors, contextualisation, Concarneau, c'est un port, mais un port très particulier, qui a une grande diversité d'acteurs. Alors, on a la construction navale avec le gros groupe Piriou, qui construit beaucoup pour les militaires, mais qui est en train de faire des voiliers pour faire des cargos voiliers. Il est sur le bateau de Jean-Louis Etienne, la Persévérance, donc il s'ouvre un petit peu. On a François Gabard avec la course au large. Et puis on va avoir Explore, donc Roland Jourdain, qui est beaucoup dans les low-tech, les coques en lin, et qui abrite pas mal de petites start-up, notamment Under the Pole. On a la formation avec le CFCM, et puis il y a la station marine qui est là, donc l'aspect recherche, médiation. Et tous ces acteurs, ou presque, on n'a pas réussi encore complètement à avoir Piriou, et on ne désespère pas, travaillent ensemble. L'objectif, c'est quand même d'essayer de faire avancer les choses dans un monde plus durable, plus soutenable, et essayer de faire du low-tech, de la circularité. Et donc, du coup, Emmanuel a été le catalyseur qui a fait que Gillian et puis moi et les équipes de Concarneau, on s'est rencontrés. Et avec cette problématique de transmettre, de formation. Et la première chose que nous avons faite ensemble, c'est d'accueillir ces premières années du master à la station pour les immerger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une semaine où ils sont complètement confrontés aux vivants, à différentes échelles, depuis l'écosystème jusqu'à la microscopie électronique. On verra d'ailleurs quelques petites photos. Il y a du marin, il y a du presque marin avec les chauves-souris. Bon, et du coup, c'est un échange entre des scientifiques et des étudiants qui, à l'ENSKI, il y a quelque chose d'assez intéressant, qui viennent d'horizons variés aussi. Ce qui fait qu'on a un espèce de brassage qui donne des projets à la fin de la semaine, en général, qui sont super. Sur une semaine, les étudiants sont capables de nous faire des rendus de projets qui sont impressionnants. Moi, je peux peut-être compléter aussi par le fait qu'on n'emmène pas que nos étudiants de l'ENSI, on emmène aussi des étudiants en master et en thèse du Muséum d'histoire naturelle pour justement faire en sorte qu'on ait une sorte de représentativité en fait pour cette multi- et interdisciplinarité qui est essentielle justement dans ce processus de design bio-inspiré ou design biomimétique. Et donc là, on est sur le volet formation, mais en même temps, on a aussi absolument besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'aller puiser en fait dans les systèmes vivants pour en prendre inspiration et concevoir des innovations durables à partir de ça. Parce qu'on part du principe que tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, à tous ces problèmes-là, il y a une solution qui existe dans le vivant et qui a été testée et expérimentée au travers des 3,8 milliards d'années d'existence du vivant. Certains disent que c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement, pour reprendre un petit peu le célèbre adage. Et donc pour ça, là, je parle pour moi en tant que designer, en fait, on a vraiment besoin de connecter avec des centres de recherche qui ont accès à ces données biologiques. Et le Muséum d'histoire naturelle est un formidable représentant de ça, puisqu'il a pour mission la conservation de ce patrimoine vivant et sa protection, bien évidemment. Et donc, on a besoin justement de se rencontrer. Et donc, ça se passe par des outils, ça passe par des rencontres comme on a pu faire avec Nadia, ça passe par des nouveaux outils qu'on appelle des outils de données biologiques qui vont permettre aussi à des
designers, architectes, urbanistes, etc., d'aller fouiller les données biologiques qui existent dans ces collections du muséum notamment, mais pas que. Et donc, on a besoin d'avoir une passerelle entre les métiers des sciences et les métiers du design. Et c'est pas forcément facile tous les jours parce que il y a énormément de métiers, hein. Donc, on va s'inspirer du vivant animal, du vivant végétal, on va regarder chez les champignons. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on va regarder le fonctionnement des écosystèmes, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi des fonctionnements du très petit. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi savoir dialoguer avec, à savoir déjà à qui s'adresser. C'est la première des choses, hein. Quel expert dans les sciences du vivant on va aller chercher pour pouvoir voilà, trouver des inspirations. Et donc, pour ça, on a besoin de travailler avec des acteurs comme la station marine du muséum pour pouvoir nous aider à naviguer dans cette immensité du vivant, hein. Comme je le disais, 10 à 20 millions d'espèces connues et décrites aujourd'hui. Certains parlent même de 100 millions. Donc, c'est assez énorme. Et quand on n'est pas biologiste, eh bien, c'est très, très compliqué en fait, de savoir s'y retrouver et à qui parler. Et donc, pour ça, on a besoin justement d'avoir des méthodes et des outils qui nous permettent de naviguer là-dedans. Et donc, tout l'intérêt réside dans ça. Merci Gillian. Tony, toi, tu travailles avec un atelier de un laboratoire Oui. aussi. Je travaille avec plusieurs experts scientifiques, mais c'est vrai que sur la partie recherche, bon, là on est toujours sur la thématique de l'eau, j'ai deux recherches principales. Une première recherche que j'avais commencé à l'ENSI sur la spiruline, qui est une microalgue à contenance en pigments. Et c'est un premier partenariat que j'avais fait avec l'atelier de teinture de la manufacture des Gobelins. Et c'est une recherche que j'ai initiée comme ça avec eux de manière empirique sur cette microalgue. On a essayé de travailler avec la spiruline comme un pigment, et je l'ai fait ensuite progresser avec un ingénieur du Muséum d'histoire naturelle, Claudier Prémian, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on pouvait extraire de manière plus précise ces pigments. Donc c'est une recherche qui est encore en cours aujourd'hui. Et en parallèle, j'ai une autre recherche qui m'anime beaucoup depuis plus de 3 ans. Et donc là, c'est à la demande d'une chercheuse qui s'appelle Marie Albéric, qui étudie aussi donc, les échinodermes, je crois, depuis à peu près 15 ans. Qui travaille sur un procédé d'extraction pigmentaire des épines d'oursin, des squelettes et des épines d'oursin. Ce sont les épines qui contiennent le plus de pigments. Donc Marie Albéric m'a contacté il y a à peu près 3 ans pour étudier des modes d'application de ces pigments au textile et comprendre comment on pourrait tirer parti d'un système parfois de consommation. Je pense notamment au Japon, puisque ça c'est une recherche que j'ai décidé de faire progresser au Japon dans le cadre d'une résidence à la Villa Kujoyama l'année dernière. Le Japon, c'est le premier pays consommateur et importateur d'oursins au monde, avec à peu près 60 000 tonnes de matière à valoriser. Donc là, c'est plus seulement la ressource en tant que telle qui va nous intéresser, c'est plutôt le déchet. Et ça, c'est aussi tout un pan de la biofabrication. Donc comment sublimer ce déchet, comment le transformer là en pigment puis colorant. Et moi, l'objectif de cette recherche, c'était aussi de le faire dialoguer avec des savoir-faire textiles locaux au Japon, des savoir-faire ancestraux de coloration textile. Et c'est aussi tout l'enjeu de la démarche de mon atelier, c'est de pouvoir les conserver, ces savoir-faire, et les faire évoluer au regard d'innovation par le vivant. Alors justement, ce que tu dis est super important parce que c'est une belle illustration que le design a un vrai rôle à jouer dans l'identification, enfin en tout cas dans l'aide à l'identification de filières avec d'autres acteurs qui soient scientifiques, artisans, comme tu l'as très bien dit. Donc de filières à valoriser, que ce soit des déchets ou des espèces invasives, peu importe. Mais tout en gardant à l'esprit de ne pas générer des déséquilibres nouveaux ou de déstabilisation d'écosystèmes. Et donc, ça, j'étais curieuse d'avoir vos avis d'experts sur ce sujet parce que c'est, pour moi, une vraie clé, un vrai levier pour le futur et à la fois, peut-être aussi un risque, un danger.
Ah bah nous, on a un bel exemple en Bretagne. On a été sollicité par les professionnels de la pêche parce qu'ils sont envahis par les étoiles de mer qui viennent se nourrir. Les étoiles de mer, elles ont exactement les mêmes goûts que nous. Elles aiment les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, les moules. Voilà. Et donc, quand les pêcheurs vont mettre des casiers ou des chaluts, ils remontent plus d'étoiles de mer que de coquilles Saint-Jacques. Et le problème, c'est que comme pour les oursins, c'est pour eux un déchet, c'est entre guillemets un nuisible. Moi, en tant que chercheur, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Hein, mais disons que pour eux, c'est une perte sèche. Et en plus, quand ils ramènent ça à quai, il faut qu'ils payent pour se débarrasser de cette biomasse. Et donc, ils sont venus nous voir en disant, écoutez, nous, c'est vraiment problématique, comment ça se fait? Et on leur a dit, mais attendez, vous leur donnez à manger pratiquement. Là, vous élevez des moules, des huîtres, elles arrivent, il y a quoi manger, elles se multiplient, donc c'est normal qu'il y en ait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réfléchir à comment valoriser ce que vous considérez comme un déchet, comme une ressource. Donc on travaille avec des industriels. Gillian est aussi impliquée là-dedans pour savoir comment on va pouvoir valoriser après le squelette. L'objectif, c'est que cet animal-là, on va le valoriser depuis la molécule. On travaille avec des industriels parce que, comme par hasard, le vivant est incroyable. Chez ces animaux-là, on a des molécules qui sont capables d'inhiber la croissance des végétaux. Ah, on aurait peut-être un désherbant naturel. On a, même organisme, des molécules qui sont capables, au contraire, de stimuler les végétaux. Un engrais potentiel. Il y a du collagène, on peut faire de la cosméto. Voilà. Toute une palette de possibilités avec ces molécules-là. Et puis après, on a un squelette très particulier poreux qui peut servir à faire des matériaux absorbants, à faire des... Voilà, après, c'est le job de Gillian aussi. Et se pose la question, on a évalué la biomasse. Actuellement, on peut monter une filière, mais si ça marche bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas, comme c'était dit, déséquilibrer le système? Est-ce qu'on ne va pas finir par faire de l'élevage d'étoiles de mer pour pouvoir répondre aux besoins de cette filière? Contre-productif. Alors, faire de l'élevage, pas forcément, mais il y a un moment, à vouloir trouver des solutions, on n'a pas encore assez avancé mais il faut quand même réfléchir, essayer de se projeter. Il ne faut pas non plus déséquilibrer tout le système. Et il faut penser aussi, alors peut-être que la solution, c'est de... Je ne sais pas là, mais d'avoir des petites filières mobiles adaptables suivant les besoins et pas à chaque fois rentrer dans des gros trucs. Ouais. Et peut-être local aussi. Voilà, très Que localisé. tu disais, Gillian. Voilà. Oui, c'est peut-être une solution, mais il faut y réfléchir dès maintenant. Gillian, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je veux bien rebondir là-dessus. En fait, effectivement, ce côté-là, il est vraiment très important. Ça veut dire que dans la recherche, mais aussi dans la conception des innovations qui vont pouvoir émerger de ce type de projet, il faut absolument intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux et anticiper les effets rebonds tels que ceux qui sont évoqués là. Et pour ça, on peut développer des méthodes et des outils aussi, en même temps que l'on doit aussi intégrer la mesure de l'impact des solutions qui émergent de ces projets-là en aval. Et donc, on a vraiment la nécessité, et les designers sont encore peu outillés aujourd'hui pour ça, hein, pour pouvoir justement les outiller en amont, à anticiper ces problématiques-là, et à mesurer ensuite l'impact des choses. Parce qu'effectivement, on va chercher à abaisser au maximum l'impact que l'on va avoir sur l'environnement et viser en fait au maximum à des choses qui vont être de l'ordre du régénératif, mais ça c'est aujourd'hui très très difficile à mesurer bien évidemment. Mais en tout cas, on a besoin aussi de former les nouvelles générations de designers, et c'est aussi en ça que c'est super important, à ces nouvelles approches et à ces nouveaux outils pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient ça dans leur boîte à outils, des outils de mesure d'impact, des outils d'anticipation d'impact. Donc, un volet formation qui est absolument essentiel là-dessus. Oui, le designer aujourd'hui doit être beaucoup plus conscient et fédérateur en fait de tout un tas de savoirs, c'est sûr. Oui. Disons que sur la filière, moi, le seul le cas d'étude, c'est toujours le Japon. L'objectif, en arrivant par exemple en résidence à la Villa Kujoyama, c'était déjà d'avoir un territoire d'exploration.
Bon voilà, faut quand même revoir un peu ses ambitions. J'avais que 4 mois pour travailler. Et moi, j'ai décidé d'aller explorer plutôt l'ouest du Japon, la région de Kagoshima, où il y a beaucoup d'oursins invasifs. J'ai essayé aussi de rencontrer plusieurs coopératives de pêcheurs. C'était pas évident aussi de pouvoir les rencontrer, de se mettre en contact comme ça avec eux au Japon. Et en fait, j'ai réussi par un biais particulier, c'est une industrie. C'est une entreprise qui s'appelle Ozuka Suisan qui conditionne les oursins, les coraux d'oursins en bocaux. Il faut savoir qu'au Japon, ils sont friands des coraux d'oursins. Ils les consomment de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, cette entreprise en particulier qui s'appelle Ozuka Suisan, la directrice avait découvert que les oursins, les squelettes contenaient des pigments, puisque les employés avaient les doigts tachés lorsqu'ils ouvraient et conditionnaient les coraux. Donc je l'ai contacté dans un premier temps. Et effectivement, on est allé rencontrer la coopérative de pêcheurs sur place, d'Akune précisément. Et ils m'ont expliqué qu'il y avait un vrai enjeu, puisque ce type d'oursin est invasif dans la région, qu'il empêche aussi une pêche locale et que les investissements de l'État qui étaient faits, ils se concentraient exclusivement en fait, sur la pêche, mais pas forcément sur la valorisation du déchet en tant que tel. Donc il y a, je crois, à peu près annuellement 25-26 000 euros qui est donné par an pour que cette pêche puisse se faire. C'est une pêche qui peut être faite que manuellement, donc c'est assez contraignant. Et moi, l'enjeu, c'était évidemment d'aller voir cette coopérative, de leur expliquer qu'il y avait un autre levier par la suite. Donc, là, c'est encore en cours d'exploration. Moi, mon entrée, en tout cas, elle se fait à petite échelle. Et l'objectif, par contre, c'est que l'artisanat puisse ensuite inspirer l'industrie. Mais je n'ai pas la main, effectivement, sur le levier pour aller un petit peu plus loin, quoi. Mais, ouais. Alors vous pourrez vous approcher ensuite et voir le travail oui, de Tony, parce qu'on voit justement toute la gamme colorée que tu obtiens avec un même oursin en fait. Ouais, et je voulais rebondir aussi sur ce que disait Gillian sur l'idée de penser la matière. Là, l'idée, c'est aussi de penser la matière jusqu'à son épuisement. Il y a effectivement la première étape qui est le procédé d'extraction pigmentaire qu'a mis au point Marielle Béric et qui permet de colorer. Donc vous pourrez vous approcher si vous voulez le voir d'un peu plus près. Je ne sais pas si on peut se lever. Bon, je me permets de me lever en tout cas pour pouvoir le montrer. Dans l'étape, on va venir en fait broyer les épines pour pouvoir extraire le pigment. Moi ensuite, je vais utiliser ce pigment et le solubiliser pour le travailler sous forme de colorant et l'appliquer par des techniques de teinture, peinture, impression sur tissu. Et après, le travailler avec des mordants qui sont des bases minérales qu'on utilise en teinture végétale et qui permettent en fait de faire varier les colorants sur différentes nuances. Et il subsiste justement dans ce procédé d'extraction une matière résiduelle qui est le minéral en fait, qui est un citrate de calcium. Et je travaille aussi donc sur la suite du projet. Et là, je travaille avec une designer olfactif, Carole Calvez. On est en train de travailler sur des diffuseurs de parfums. Donc c'est des fragrances, c'est des odeurs qu'elle est en train de mettre au point à partir de l'oursin. Et l'objectif, c'est de travailler sur un objet plus ritualisé et de mettre en avant une autre technique, mais là de faire le pont avec nos savoir-faire français, une technique de passementerie et de cordage autour de l'alliance entre ce matériau résiduel et donc la passementerie, le fil coloré d'oursin. Merci. J'ai un peu divagué. C'est très très beau. Non mais c'est bien. C'est bien concrètement de transformer tout ce qu'on se dit. On va bientôt terminer cet échange. Moi, je pourrais rester des heures avec vous à discuter de ce sujet. Gillian, je crois que c'est Einstein qui a dit que le plus grand département R&D existait depuis 8 milliards d'années. C'est lui, hein? Non, c'est pas lui? Non, c'est Janine Benyus. Ah, c'est Janine Benyus, beaucoup exact. plus récent. Donc, juste pour rebondir sur ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, est-ce que finalement, on avait parlé dans notre échange préliminaire de l'art par le vivant, de la reconnexion par le vivant. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça la clé
Est-ce qu'un dernier mot sur ce sujet ? Oui, pour moi, il n'y a pas de solution. À part la reconnexion au vivant. Alors par contre, je ne sais plus qui a dit, on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Alors peut-être que Gillian s'en rappelle. En tout cas, c'est vraiment une phrase qu'on porte à l'ensemble du muséum. Effectivement, si vous êtes déconnecté de ce vivant, eh bien, vous n'allez pas vous moquer de savoir qu'il part à l'eau parce que vous êtes hors du monde. Nous, notre truc, c'est de dire, mais non, vous faites partie de cet ensemble-là. Et si vous ne prenez pas soin de cet ensemble-là, c'est votre avenir à vous que vous êtes en train d'arrêter, quoi. Parce qu'on voit bien que dans le passé, des crises, il y en a eu plus de 60. On connaît les plus grosses, l'extinction des dinosaures. Mais à chaque fois, le vivant, il est revenu. La question, c'est pas est-ce qu'après cette crise-là, il y aura du vivant ou pas. Il y en aura. La question, c'est est-ce que nous, humains, on aura notre place. Donc ça, c'est important. Et travailler comme ça, comme le fait Gillian ou comme le fait Tony, pour moi, c'est un vrai levier pour sensibiliser les gens à ce vivant. Donc oui, la reconnexion au vivant, elle est essentielle. Merci Nadia. Y a-t-il des questions ? Ah pardon, Oui, Gillian. je voulais bien reboucler là-dessus, effectivement, et juste pour dire que c'est Jacques Cousteau qui a dit ça, la situation dont tu parlais, Nadia. Et j'aurais bien aimé de prononcer en fait la phrase d'Emmanuel Delannoy en fait qui dit en fait innover par, pour et avec le vivant. Et ça, je trouve ça très beau. C'est-à-dire par, en fait, ça peut être un très beau chemin, une belle méthodologie à suivre pour s'en inspirer, pour pouvoir justement éco-innover. Pour le vivant, ça veut dire que notre finalité va être finalement d'en prendre soin et de prendre soin de nous par la même occasion, parce que nous sommes une espèce parmi d'autres. Donc ça, c'est important et on l'oublie souvent. Et avec le vivant, parce qu'il peut y avoir des coopérations, comme le montrait Tony sur ces projets-là aussi, où on peut travailler directement avec des espèces vivantes pour pouvoir faire des choses de manière plus soutenable. Donc innover par, pour et avec le vivant, c'est une très jolie phrase qui montre que la finalité aussi, c'est cette reconnexion au vivant, et prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de nous. Merci, c'est beau. Des questions ? On vous a laissé sans voix. Moi, je vais juste en profiter pour rebondir. Tony vous a montré qu'avec les oursins, il pouvait travailler avec les pigments, mais les oursins, c'est plein d'autres sources d'inspiration. Ça a un appareil masticatoire très particulier qui a inspiré un appareil à biopsie. Le squelette dont parlait Tony est aussi une structure très particulière qui a été imitée pour faire des supercondensateurs. On fait des robots inspirés de ces oursins pour aller explorer les fonds. Il y a des pinces qui sont faites aussi pour faire de l'extraction sur des autres planètes. Voilà, il y a, je veux dire, c'est un animal et qui nous amène un potentiel énorme d'innovation. Et pour nous, biologistes, qu'est-ce qu'on en sort ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Eh bien, déjà, d'une part, qu'on est très ignorant du vivant. Et je vais vous en donner un petit exemple. Vous voyez là-bas, l'oursin qui est là-bas a des piquants pointus qui servent à la défense et aussi à se déplacer. Et puis, vous voyez là, je vous ai mis un oursin avec des piquants en forme de massue. Alors mon fils un jour il m'a dit c'est pour se défendre comme les piquants là-bas. Non, on ne sait pas pourquoi c'est fait. Il y a celui-là aussi, vous voyez qu'il y a des piquants un peu particuliers avec des palettes. On ne connaît pas la fonction. Et puis il y a celui-là. Alors je l'aime bien aussi, que les enfants appellent l'oursin tortue. C'est un oursin qui vit sur des rochers en mode battu, c'est-à-dire qu'il y a des vagues qui arrivent très fortes. Et si vous mettez un oursin comme celui qui est là-bas en mode battu, eh bien l'eau va aller dans les piquants et va arracher l'oursin. Eh bien là, les piquants sont aplatis, l'eau va rouler sur ces piquants et l'oursin va rester accroché. Voilà, juste pour dire que à partir d'un même modèle, eh bien, la nature a décliné un certain nombre d'innovations. Alors ça, c'est aussi un échinoderme, moins connu du public. C'est ce qu'on appelle un crinoïde, un lys de mer. Et voilà, pour la petite histoire, c'est quelque chose que j'ai découvert, qui était une espèce inconnue que j'ai découvert pendant mes études. Cet animal-là a une molécule qui s'appelle le gymnochrone et qui permet de faire un vaccin
pour soigner la dengue. Et pour la petite histoire encore, il s'avère que je suis le seul cas au monde à avoir une dengue récurrente. Donc la boucle est bouclée. Et voilà, et des histoires comme ça avec le vivant, Gillian, Tony, on peut vous en raconter à l'infini. On s'en lasse pas, et c'est le côté un peu émerveillement et puis humilité. Oui. Il faut être humble par rapport au vivant. J'allais rebondir là-dessus. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça force l'humilité quand on commence. Enfin, moi, quand j'ai commencé à travailler avec des scientifiques, en tout cas, oui, quand on ouvre tout un champ de création avec le vivant, on se sent tout à coup très petit. On avait même commencé à travailler ensemble avec Gillian sur plusieurs recherches. Enfin, il m'a accompagné sur plusieurs recherches, notamment sur le bleu qui est extrait donc de cette microalgue de la spiruline. Et quand j'ai rencontré, ça c'est une petite anecdote aussi, mais Claudier Prémian du Muséum d'Histoire Naturelle, il m'a dit « Ah oui, le bleu, effectivement, c'est intéressant. Écoute, travaille déjà 5 ans sur le bleu, et puis on en reparle. » Donc voilà, moi j'arrivais en espérant revisiter tout un cercle chromatique, et j'ai eu une petite baisse d'ambition sur le coup. Et effectivement, oui, ça force l'humilité à plein d'endroits, ça permet de mieux le comprendre, de mieux se comprendre aussi. Et je trouve que la nouvelle génération, on en parlait dans nos échanges la dernière fois, elle va dans ce sens-là. En tout cas, elle le suit. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi j'interviens aussi en école d'art, notamment à l'ENSI, à l'Institut français de la mode, et parfois à l'école des arts déco, sur ces enjeux de création avec le vivant. Et je trouve que la nouvelle génération, elle est hyper positive, elle s'empare du sujet à plein d'endroits, et je pense qu'il y a toute une nouvelle génération de créateurs. Et oui, je pense que l'art, en l'occurrence, peut-être pas sera la seule réponse, mais en tout cas on fera partie, ça c'est certain. Et depuis toujours, hein. Enfin, on s'inspire de la nature depuis toujours. Donc, on évolue par le beau. Toujours, ouais. Exactement. Eh bien, un grand merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation, Carole. Merci à vous, vraiment. Et encore merci à Formel. Ah, j'ai une question. Salut, Gillian. Je crois qu'il y avait une question, non? Ouais. Oui. Tu vois mieux que nous. Je vois de derrière. Merci. La question est ultra pragmatique. On est, je pense, tous convaincus de l'intérêt de l'interdisciplinarité lorsqu'il s'agit de penser des solutions nouvelles ou de voir les problèmes différemment. La question que je pose, parce qu'elle se pose aussi dans nos quotidiens, aussi bien de designers que d'artisans d'art, c'est le financement de ces recherches. Si je prends l'exemple de l'artisanat d'art, on n'a pas une fiscalité qui est favorable en fait, pour faire de la recherche et développement. Et ça veut dire qu'on est obligé de sacrifier en fait, le beurre dans les pâtes quand on a envie de faire évoluer un petit peu les sujets pour l'intérêt commun. Donc, comment on gère ça ? Oui, je vais répondre, hein, ça me concerne quand même pas mal. Oui, on en parle souvent avec Marielle Béric, justement la chercheuse de la Sorbonne. La recherche, c'est 80% du temps à chercher des financements et peut-être 20% à chercher réellement. Il se trouve que... Alors, je ne sais pas si j'ai un modèle qui fonctionne véritablement aujourd'hui. Moi, je fonctionne pas mal avec des bourses. Donc, bourse artisanat d'art, en l'occurrence. La Fondation Banque Populaire me soutient sur la recherche depuis déjà 2 ans. Et après, voilà, c'est vrai que je réponds à des appels et c'est le seul moyen que j'ai trouvé, en tout cas pour le moment, pour pouvoir financer une grosse partie de la recherche. En parallèle, il y a certains laboratoires qui parfois arrivent aussi à dégager des fonds. Et en l'occurrence, au départ, Marie, c'est plutôt elle qui m'a appelé et qui me finançait pour pouvoir faire cette étude sur l'application des colorants. Et puis après, dans l'artisanat d'art, il y a quand même la Fondation Bettencourt-Schuller, qui est bien lotie et qui suit beaucoup d'artisans sur ces programmes de recherche. Donc je dirais que les différents prix qui sont donnés pour l'intelligence de la main, c'est quand même des enveloppes assez confortables qui permettent de bien avancer dessus. Et je crois qu'ils ouvrent justement... Enfin, l'objet dans un futur proche, c'est quand même d'ouvrir sur des partenariats sciences et artisanat. Donc on va dans le bon sens. Voilà, c'est peut-être pas
tous les éléments de réponse, mais... Un complément aussi pour ce qui est du design. Donc aujourd'hui, mon modèle économique, c'est qu'en général, des projets financés par des industriels notamment, donc voilà, moi je prends une partie qui permet de financer ma propre R&D. Et à partir de ça, donc ça permet d'avoir un temps pour pouvoir développer voilà, des méthodes, des outils, produire des connaissances, etc. Mais il y a aussi un soutien de l'État parce que le soutien du privé, c'est intéressant, mais en même temps, il faut que c'est logique, justement, de R&I, recherche et innovation, puisse être soutenu et accompagné par l'État. Et je pense que le gros sujet, il est là, et que tout le monde puisse en bénéficier. Et donc, on bénéficie, en tant que designer, en fait, depuis quelques années, euh, pour certains en tout cas, du crédit d'impôt recherche et du C2I, un crédit impôt innovation, qui sont des réductions d'impôts qui sont permises quand on fait de la recherche et de l'innovation. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles, même si depuis la crise, on a tendance à resserrer et à baisser justement le montant de ces aides-là de l'État. Et pour moi, demain, les métiers, pas que les métiers du design, mais les métiers d'art et du design dans leur ensemble doivent pouvoir bénéficier justement de ces financements et de ces aides de l'État. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait pouvoir travailler, pouvoir accompagner justement ce soutien, le développement de ce soutien-là de l'État. Et ça me permet de reboucler aussi avec une actualité intéressante à suivre. Ces réflexions-là sont aussi au cœur du laboratoire des pratiques durables du Mobilier National qui a été créé il y a peu de temps. Et donc, pas mal de choses vont émerger, des réflexions qui vont sortir de ce laboratoire-là, que je vous invite donc à suivre, parce que là, ce laboratoire-là traite des métiers du design, mais aussi des métiers d'art. Donc ça, c'est super important. Donc, à suivre en tout cas. J'ai plus de son, mais je confirme. Et en effet, et de pouvoir aussi faire dialoguer tous ces secteurs très différents, toutes ces filières, que ce soit l'agriculture, que ce soit la science, avec ces métiers. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, Carole. Merci à vous.